J'aime autant le dire d'entrée de jeu, on est encore très loin de personalized medicine. On commence tout juste à rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le precision medicine. Je pense qu'il faut faire des différences entre les thérapies ciblées, qui effectivement s'attachent plus maintenant à certaines mutations sur des cibles moléculaires bien identifiées sur certains cancers donnés, de l'immunothérapie où je pense qu'il faut se le dire, on est encore un petit peu dans le noir. On a effectivement testé la présence au niveau tumoral, au niveau sanguin, des marqueurs évidemment classiques, PD1, PDL1, etc. On s'aperçoit que ça ne nous donne pas forcément la réponse à quel patient va répondre à quel traitement. Donc je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Mais il faut aussi savoir qu'il y a énormément d'investissements faits, académiques, dans l'industrie pharmaceutique, sur l'exploration de nouveaux marqueurs pour essayer de mieux comprendre quel patient répond à quel traitement. Mais dans l'immunothérapie, honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué. Et on le voit dans les taux de réponse, effectivement, on a des patients qui, en tout cas de façon générale, dans leur phénotype, ont l'air assez similaires et ne répondent pas du tout de la même façon sur l'immunothérapie de 100% de rémission à pas de réponse du tout. Progrès, oui. Fantastique, oui. Mais sur des populations relativement ciblées, relativement restreintes. C'est effectivement très dépendant. C'est difficile de faire des commentaires génériques parce que c'est très dépendant des cancers liquides, hématologie versus les cancers tumeurs solides, hein, sur lesquels on a encore beaucoup de progrès à faire. Et puis en fonction des approches, on voit bien que les thérapies ciblées, basées sur des mutations, des antikinases et toutes ces thérapies ciblées, ont souvent des effets assez extraordinaires sur une population plus large, mais avec des effets plus courts, alors que l'immunothérapie, de façon générale, et en particulier les checkpoints sur lesquels maintenant on a quelques années de recul, on se rend compte qu'on peut avoir des réponses extraordinaires, des rémissions complètes, mais ça ne touche qu'une proportion de patients relativement faible, entre 20, 15 et 30% à 40% maximum des patients traités, en tout cas dans des études qui ont été faites et sur les tumeurs solides qui ont été testées avec ce genre de thérapie. Sur les CAR-T, je pense que c'est beaucoup plus émergent, même si aujourd'hui on a 2 produits sur le marché, récemment. Émergent dans le sens où on a ciblé un mécanisme moléculaire, le CD19, et on traite 1 à 2, 3 pathologies qui sont dans les tumeurs liquides. Donc là, je pense qu'on est vraiment au tout début, et il y a tout un monde qui est à explorer pour essayer d'avancer encore plus loin dans ces immunothérapies. Il faut essentiellement suivre les patients dans le temps. Il faut beaucoup plus varier sur les doses de traitement parce qu'on se rend compte maintenant, en particulier dans les immunothérapies checkpoint inhibiteurs, qu'on a sans doute tapé très fort, donc on peut sans doute descendre dans les doses. On peut sans doute espacer les traitements et tous ces protocoles finalement de traitement et de ce voyage du patient sur ces différents protocoles doivent encore être étudiés. On a énormément d'études qui ne sont pas forcément de la science pure et dure. On teste les traitements actuels, mais avec des protocoles très différenciés. Encore une fois, jouer sur la dose, jouer sur la durée de traitement, l'intermittence de certains de ces traitements. On dose, on espace, on redose, et tout ça n'a pas encore porté ses fruits. Mais c'est là-dessus qu'il va falloir travailler beaucoup. En France, on a une très bonne expertise, on a de très bonnes compétences autour de la thérapie génétique et cellulaire. La question, c'est le financement. Donc nous, on peut être aussi des intermédiaires, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on créera aussi un incubateur pour des startups au niveau de notre centre de recherche à Saclay à l'horizon 2021. C'est parce qu'on pense qu'en fait, le terreau scientifique, médical, est très présent en France. Le problème, c'est le financement. Et donc il faut qu'on se pose en intermédiaire et en support quelque part dans ce cadre-là pour être sûr qu'on puisse aussi faire des avancées et développer ce genre de thérapie
sur le territoire français. De toute façon, c'est un phénomène global, mondial, mais je pense qu'il faut vraiment être très clair sur le fait qu'il y a l'expertise en France, et Selectis en est le meilleur exemple, et ils ont continué à faire leurs recherches et leurs travaux principaux sur le territoire français. On ne peut pas tout faire. Donc on ne va pas, évidemment, refaire des immune checkpoints comme ils ont été faits, et maintenant il y en a une ribambelle d'anti-PD1 et anti-PD-L1. On ne va pas faire les CAR T-cells qui sont déjà aujourd'hui sur le marché, surtout pour des besoins patients qui sont relativement limités, puisqu'on en a une toute petite niche de patients hématologiques et qui répondent, pour ceux qui ont été mis sur le marché, très bien. Donc il faut développer les sauts quantiques à venir. On ne peut pas faire ça tout seul. Ce n'est pas juste des coûts, c'est simplement aller chercher l'innovation là où elle se trouve et là où elle est la meilleure. On veut travailler avec les meilleurs. Donc on s'est vraiment associé dans chacun de ces domaines. Je n'en citerai que deux aujourd'hui. Les CAR-T, on s'est d'abord associé avec Selectis, puis ensuite Pfizer, qui ensuite a vendu une partie de ce business-là pour créer une spin-off qui aujourd'hui s'appelle Allogene et qui est quand même la plus belle IPO de l'année, qui a levé 325 millions, ça a été annoncé en fin de semaine dernière. Donc ça, c'est nos partenaires clés aujourd'hui pour avancer sur les CAR-T, pour trouver d'autres cibles moléculaires que le CD19 qui a été déclaré aujourd'hui, et surtout essayer de faire progresser et de répondre à la question, est-ce que l'allogénique répondra à certaines problématiques que nous posent les autologues. Une façon de réduire les coûts, de réduire les effets secondaires, c'est potentiellement de combiner certains de ces mécanismes dans une seule et même molécule. Et nous croyons beaucoup chez Servier au bispécifique. C'est pour cela que nous avons signé un partenariat en 2016 avec Pieris. Il se trouve qu'avec le rachat du portefeuille Oncologie Shire, on aura accès non seulement aux thérapies cellulaires à travers la collaboration Precision Bioscience, qui a encore une autre technologie pour faire du T-cell et de l'ingénierie génétique au niveau des cellules T, avec la plateforme Arcus, qui se compare au Talent de Selectis. Et d'un autre côté, une collaboration sur 6 cibles avec Symphogène, qui là sont des monoclonaux, mais sur lesquels le but premier est de les combiner. Donc on est sur la deuxième, troisième génération de checkpoint inhibiteurs qui vont nous permettre de les combiner. En résumé, vous voyez très bien que ce travail-là ne peut pas être fait seul. Oui, on est dédié, oui, on s'inscrit sur le long terme, on y consacre une somme d'argent considérable, mais ça se fait avec des partenariats et essayer de s'associer avec les meilleurs pour faire avancer le progrès thérapeutique.